Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre présence. Je suis Danielle Messager, je suis journaliste médicale et j'ai le plaisir d'animer cette session plénière. Le thème de cette session porte sur la refondation de la relation soigné-soignant. Est-ce un mythe ou une nécessité? Alors, quelques mots d'abord sur cette relation. Relation bizarre, compliquée, que celle du malade, le soigné, et celle de son médecin, le soignant. Tout les oppose. L'un possède le savoir, l'autre n'est dépositaire que de sa souffrance. L'un est actif, il pose le diagnostic, il décide du traitement, l'autre prend ce qu'on lui donne. Et la position de dominant-dominé s'accentue encore quand le malade doit être hospitalisé, car alors le soignant est debout et le soigné couché. Et parfois, même dans ces situations, le soignant entouré d'autres soignants disserte sur le cas du malade sans même lui adresser la parole. Alors comment voulez-vous qu'avec toutes ces oppositions, ces différences, la relation soit équilibrée ? Pourtant, c'est bien vers un rééquilibrage que la fondation de cette relation soigné-soignant doit tendre. Les médecins ne sont plus en noir comme dans Molière, ils sont passés depuis longtemps au blanc, mais font-ils moins peur pour autant? Impressionnent-ils toujours? Les barrières du savoir sont-elles en train de tomber? Cela a pris du temps, mais aujourd'hui, on peut affirmer que le processus est en cours. Et il avance, on ne reviendra plus en arrière. Les malades accèdent progressivement à l'information, deviennent de moins en moins passifs, même s'ils restent encore des patients. Enfin, patient, ça dépend. Cela a pris du temps, oui, car ça fait seulement une quarantaine d'années dans les pays anglo-saxons, une trentaine en France, que le malade se redresse. En France, c'est incontestablement l'épidémie de sida et la prise en charge par les personnes contaminées de leur maladie qui a secoué le cocotier. Les malades sont allés chercher l'information, cela était peut-être dans leur majorité socialement apte à le faire. En tout cas, ils l'ont intégré et ils l'ont redistribué. Des hommes politiques et médecins, le mélange a parfois du bon, ont jeté les bases de cette transformation. 1988, loi Hurier, les professionnels doivent informer les patients. 1995, inscription dans le code de déontologie médicale. 2004, loi Kouchner sur le droit des malades, obligation d'information inscrite dans le code de santé publique. Alors aujourd'hui, entre le modèle paternaliste d'un côté et autonomiste basé sur un contrat de l'autre, une troisième voie doit être trouvée, avec pour socle une relation de confiance qui se nourrit d'une information de qualité donnée des deux côtés, avec pour objectif une décision thérapeutique partagée. Alors lors de cette réunion, il sera donc établi un constat où en est cette relation et seront proposées des réflexions pour permettre à cette relation d'évoluer. Vous pourrez donc entendre les constats et analyses de deux experts, puis deux débats seront organisés avec les grands témoins sur place, Françoise Grossetête qui va arriver, député européen, conseillère régionale Rhône-Alpes, Christian Saoud, président du CIS, et Frédéric Sanguignol, médecin généraliste et nutritionniste, spécialisé dans l'éducation thérapeutique, avec aussi bien sûr Cédric Grouchka, membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, qui va se nourrir des échanges et en tirera à l'issue de cette plénière les conclusions. Auparavant, un petit tour dans la rue. Ça s'appelle un micro-trottoir et on a demandé à monsieur et madame tout le monde ce qu'ils pensaient des questions suivantes. Avez-vous le sentiment que votre médecin est suffisamment à votre écoute? Avez-vous le sentiment d'être impliqué dans le choix de votre traitement? Avez-vous le sentiment d'être suffisamment informé et de votre maladie et de votre traitement? On regarde tout de suite. Il m'écoute et il ne donne pas trop de remèdes, c'est ce qu'il me faut. Mon médecin particulièrement manque d'écoute. Il m'écoute et il répond toujours à mes questions, même si c'est pas forcément facile. Moi j'ai un médecin de famille, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée. On ne s'occupe pas assez de nous, et c'est tout. Donc un médecin homéopathe est déjà beaucoup plus à l'écoute de son patient, de sa subjectivité, il va chercher les problèmes à la racine. Oui, j'ai l'impression d'être suffisamment écoutée et qu'il me laisse le temps de parler, de bien m'exprimer, etc. Oui. La rapidité. Les médecins ne prêtent pas assez attention à votre cas, on sent que c'est trop rapide.
Mon médecin actuel, il est parfait. Je suis très à l'aise, donc je peux parler de tout et ça c'est très important. Parce que j'avais un médecin auparavant qui était très distant, qui parlait pas beaucoup, qui échangeait pas, et j'en ai changé. Bon, disons que j'attends toujours des questions et en fait c'est moi qui parle. J'ai l'impression d'avoir un super suivi personnalisé, surtout ça quoi. C'est pas des questions complètement clichés qu'on pose à tout le monde. On adapte la posologie par rapport à mes habitudes alimentaires, mes habitudes de vie, quoi. Il me pose des questions et moi je pose des questions. C'est un dialogue. Même si c'est pas comme rentrer dans un magasin et demander un article, oui je viens pour ça, j'ai besoin de ça. Et après c'est vrai que le médecin a quand même son avis sur la question. Moi je me fie à lui, hein, avec quand même mon avis personnel parce que je suis concerné. S'il me donne un traitement, effectivement, j'ai pas à le discuter et je le suis. Elle m'impose entre guillemets un peu les choses. Non, ça c'est lui qui décide, non. C'est son traitement, c'est ses médicaments qu'elle me propose. Je suis pas vraiment impliquée moi-même, mais je fais totalement confiance, donc ça me dérange pas. Je discute avec lui, mais pas sur le choix des médicaments, parce que le médicament, moi je fais confiance au médecin. Si je me rends compte que ça marche pas bien, je le lui dis. Et ça c'est arrivé, il change. Voilà. J'ai pas de choix, moi, à faire sur les médicaments, c'est imposé. Je crois que aussi c'est important que le patient ou le malade prenne la responsabilité de ce qu'il prend et lise les notices. Moi je lui donne aussi mon avis, il en tient compte. Pas forcément évident parce que bon, moi je suis pas du tout une formation au niveau médical. C'est difficile à être informé parce qu'on ne nous dit pas la vérité. On en parle avec le médecin, mais je sais bien, il y a une grande part de moi pour me renseigner sur les médicaments que je prends, quoi. Enfin moi personnellement j'ai besoin d'explications, il y a des médecins oui qui expliquent plus, heureusement. Alors en général c'est la pharmacienne qui m'explique tout ça. Ben là il est obligé de l'expliquer puisque ce que j'ai eu c'est quand même assez grave. On a eu de longues discussions là-dessus. Je sais que le médicament que je prends il est malheureusement à vie. Un chirurgien qui m'a expliqué comment allait se passer l'opération de chirurgie. Il a pris le temps de le faire, donc il m'a expliqué. Oui. Je vais revenir chez ma pharmacienne qui m'explique tout, plus que lui. Quand j'ai un doute sur le traitement, je vais d'abord appeler mon médecin, je pense, pour lui dire mes inquiétudes. Il m'explique ce qu'il me donne, il m'explique pourquoi c'est, quels en sont les effets. Sinon aussi me tourner vers les pharmaciens, voilà, pour qu'ils me donnent plus d'informations. Et en dernier recours, Internet. Donc je le rappelle. Voilà, je lui explique, j'ai un doute, il y a un souci. Il me prend le temps de me répondre au téléphone, me demande de passer voilà, entre deux patients. Il m'explique suffisamment d'où ça vient. Alors, parfois, je ne comprends même pas ce qu'il me dit parce qu'il prend des termes médicaux et scientifiques que je ne comprends pas. Et du coup, il s'arrête, il me prend un schéma même pour m'expliquer comment ça fonctionne. Ouais, non, vraiment bien. Voilà une petite palette d'interventions entre la dame qui dit mon médecin est parfait, il prend même le temps de me faire des croquis pour tout m'expliquer, et un monsieur qui déclare lui en gros on nous cache tout, on nous dit rien. Il y a quand même un éventail de réactions assez diverses sur lesquelles on reviendra bien évidemment. Alors on va maintenant aborder le premier thème qui est celui du droit au choix thérapeutique avec l'interview de deux experts dont vous allez voir les vidéos. Il s'agit de Angela Coulter. Angela Coulter est britannique, analyste de la santé. De 2000 à 2008, elle a dirigé le Picker Institute Europe, une organisation britannique caritative de recherche spécialisée dans la mesure et l'amélioration de l'expérience des patients. Elle travaille aujourd'hui avec la Fondation pour la prise de décision en connaissance médicale et avec d'autres organisations pour promouvoir l'amélioration de l'information et la participation du patient. Vous verrez aussi Toby Nathan, professeur de psychologie à l'Université de Paris 8, diplomate, écrivain. Il est le représentant le plus connu en France de l'ethnopsychiatrie. Et pour cette première partie, ils établissent un constat de la relation soignant-soigné, évoquent le lien avec l'évolution de la société et envisagent un modèle idéal s'il existe. On les regarde. Well, clearly it's important to recognise the fact that patients' expectations are changing. Patients are expecting more and more from health services. They have, I think, high expectations of good quality, good safe care,
and effective care. What I think there's also, the other thing that's changed, I think, is a shift away from the focus on high-tech, sort of very skilled professional work. Clearly all of that is still important for health services, but governments around the country, around the world actually, are trying to balance needs and demands and costs, limited budgets. And I think people are now recognizing that the way healthcare has been delivered with this emphasis on the technical has actually missed the potential contribution that patients themselves can make to their own healthcare. Policymakers are beginning to recognize that. It's appearing in all sorts of policy documents in different countries. But when you actually look on the ground, there's quite a long way to go before healthcare really is responsive to patients. Cette relation, oui, elle est asymétrique, elle est strictement non démocratique. C'est comme ça que je dirais les choses. C'est le contraire de la démocratie et qu'il est évident qu'une telle relation médecin-malade ne peut pas durer dans une société qui va vers la démocratie. C'est impossible. Hein. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les choses vont nécessairement changer. Si vous prenez le pays d'où j'arrive, là, j'étais en Guinée pendant les 2 dernières années, mais on retrouve des choses comme autrefois en Afrique, et en particulier, par exemple, les rituels de possession. Les rituels de possession, vous avez un malade, entre guillemets aussi, parce que ce n'est pas nécessairement un malade, c'est aussi quelqu'un qui apporte des informations à la société sur les esprits, les divinités. Donc, à partir du moment où cette personne va informer la communauté, parce que sans elle, on ne saurait pas grand-chose sur le monde des esprits, sa position n'est pas une position dissymétrique. C'est-à-dire que le médecin est celui qui arrive à faire parler le malade, bien sûr. Mais en même temps, si le malade n'était pas là, on ne saurait rien sur les esprits et sur les dieux. Donc la situation n'est pas aussi asymétrique que ça. J'ai l'impression que la démocratie, dans les autres pays, ils la connaissaient de manière spontanée, et nous la redécouvrons par l'intermédiaire, je pense, d'Internet essentiellement. Well, I think the target really is a much more equal partnership between patients and clinicians. There are various other developments in the outside world that are going to facilitate that, I think. For example, the internet, which means that patients can get access to information about their healthcare and also treatment options. And that's already having quite a big impact. Shifting the focus into trying to understand patients and where they come from, and also trying to engage them much more actively in their care makes sense. It also makes sense because nowadays the big problem facing any health system is chronic diseases, long-term conditions. And the patients are the people who live with those all the time. And so although they will use health services quite regularly, in fact, if you look at it from the patient's perspective, the amount of time they're actually talking to clinicians or using health services is a tiny proportion of their life. The rest of the time they're living with the condition. So we need to help them promote their own health and manage their own health better. J'ai l'impression que le monde médical est plus lent, bien sûr, puisqu'il a des traditions et il respecte aussi des anciens, des façons de faire, enfin, etc. C'est un monde traditionnel, très très traditionnel, le monde médical. C'est peut-être le dernier monde traditionnel qui subsiste dans notre société. Hein. Donc, évidemment, il a du mal à évoluer aussi vite que le reste de la société, mais à mon sens, il évoluera exactement dans le même sens. Et d'ailleurs, on parlera de plus en plus, non pas de malades et de médecins, mais on parlera d'usagers, en fait. Hein. Ce sont des usagers de différents systèmes. Ils sont usagers de toutes sortes de choses. Ils sont usagers de la RATP, ils sont usagers des impôts, et puis ils sont usagers du système de soins de la même manière. Et que je pense que tout ça, ça va évoluer à peu près dans le même sens, avec la constitution obligatoire, c'est déjà le cas, hein, de groupes de malades. Et je pense que la constitution de ces groupes de malades est
fondamentale. C'est elle qui a tout changé. Hein. C'est elle qui a tout changé dans les pays anglo-saxons, à mon sens, et c'est elle qui est en train de tout changer en France. Et je trouve que ce combat entre des groupes de malades constitués en association et étant des gens sachant des choses, hein, n'étant pas des gens ignorants, venant poser des questions techniques de haut niveau à des praticiens, je pense que ça, c'est un modèle de la démocratie. Et je pense que nous évoluons vers là, et je crois pour la plus grande richesse des thérapeutes. I think that in healthcare we're a bit behind the rest of society. I mean, if you think about you know, the kinds of decisions we make every day, you know, what washing machine shall I buy, or you know, which car shall I drive, or should I take this job or not, we're treated in those cases as you know, adult experts in our own preferences. And we all, for example, nowadays do internet banking and all those kinds of things. So in the rest of our life, things have moved on and changed. I think the problem in healthcare is quite conservative and it's rather slow to change. Que cette symétrisation, elle est nécessairement contrainte. Elle ne peut pas être recherchée parce que c'est bien de faire ça. Elle ne peut pas être recherchée pour des raisons morales. Elle est nécessairement contrainte. De ce que j'ai vu dans les pays anglo-saxons, elle a été contrainte de manière juridique, en fait. Hein. Et c'est le droit qui a contraint à l'organisation de cette symétrie entre le patient et le thérapeute. Chez nous, le droit n'en est pas là, et c'est peut-être pour ça que nous avons pris du retard. Maintenant, ce que j'ai vu dans des sociétés traditionnelles, en fait, en Afrique par exemple, c'est que ce qui contraint cette relation, c'est l'intérêt. Et c'est jamais la morale, hein. C'est ni dans un cas ni dans l'autre, c'est jamais la morale. Dans un cas, c'est le droit, et dans l'autre cas, c'est l'intérêt. On impose, en fait, par intérêt, au thérapeute de s'occuper de ce malade. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que dans les sociétés anglo-saxonnes, c'est le droit qui impose qu'on s'y intéresse. En France, on voudrait, enfin j'ai l'impression, mais je pense que c'est pas comme ça que ça va se passer, mais on voudrait l'imposer par la conformité morale. Je crois que ça marche jamais, ça. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. C'est forcément soit l'intérêt, soit le droit qui va contraindre à procéder de cette manière. Voilà, vous venez d'écouter ces deux experts, beaucoup de matière dans ce qu'ils viennent de dire, on va revenir dessus bien évidemment. Je me tourne donc maintenant vers nos trois grands témoins. Ils ont chacun une expérience propre de ce qu'est cette relation entre le médecin et le malade et une réflexion sur ce qu'elle pourrait devenir. Françoise Grossetête nous a rejoint, je vous rappelle qu'elle est députée européenne, conseillère régionale Rhône-Alpes, le docteur Frédéric Sanguignol, médecin généraliste et nutritionniste, spécialisé dans l'éducation thérapeutique que vous avez étudié pendant plusieurs années à Genève, et vous êtes également secrétaire général de la Société européenne pour l'éducation thérapeutique, et Christian Saoud, président du CIS, un collectif regroupant des associations de patients. Alors je vais peut-être commencer par me tourner vers le médecin, après tout. Alors quand on parle de cette relation entre le médecin et le malade, on parle d'information et d'éducation. Peut-être il faudrait préciser ce que sont ces termes, parce qu'il y a peut-être confusion sur une bonne compréhension. C'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on a donné une information que le médecin a fourni une information que pour autant le patient est éduqué et qu'ils ont forcément compris la même chose. Oui, alors tout à fait. On a bien entendu dans les différents reportages, finalement, cette asymétrie dont vous parliez tout à l'heure, avec une asymétrie évidemment dans le savoir entre la personne atteinte de maladie et le soignant. Et puis, cette asymétrie, on la retrouve surtout dans la prise en charge. C'est-à-dire que la prise en charge qui nous a été apprise, c'est une prise en charge de la maladie aiguë. Donc, de gestes techniques le plus souvent, et peu finalement d'un accompagnement d'un patient, d'une personne atteinte de maladie chronique, tout au long de sa vie, pendant 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. Et donc cette asymétrie, ben, finalement, on la retrouve dans la prise en charge. Et cette prise en charge qui tourne autour finalement
le mot n'a pas été prononcé, mais de l'éducation thérapeutique, doit être développée. Alors cette éducation thérapeutique, c'est vrai que quand on fait des études auprès des soignants, on a tendance à confondre, ou plutôt à parler, quand on fait de l'information, quand on informe son patient sur sa maladie, sur son traitement, on a tendance à penser qu'on fait de l'éducation. Je crois que l'éducation va bien au-delà et que l'éducation thérapeutique, c'est prendre le patient peut-être plus dans sa globalité, à travers non pas des solutions que le soignant va lui donner, mais plutôt des solutions que le soignant va essayer de faire trouver à son patient. Un médecin à qui on demande est-ce que vous avez donné la bonne information à votre patient, il va évidemment répondre oui. Sauf que le patient, si on l'interroge à la sortie du cabinet, peut-être que le oui ne sera pas aussi, posé, aussi ferme. Hein. Tout à fait. Il y a une différence fondamentale entre le fait de transférer son savoir, aider une personne à faire des choix elle-même et donner de notre côté une prescription. C'est-à-dire donner des solutions à un patient. Et c'est toute la difficulté, là encore de formation, on en parlera tout à l'heure certainement, entre notre formation qui nous a conduit à prescrire et la négociation nécessaire à ce partenariat soignant-soigné. Christian Saout, l'évolution, elle vient aussi, il y a de plus en plus de malades qui ont donc des maladies chroniques. On ne s'intéresse pas à sa maladie de la même façon quand on sait qu'on va devoir vivre avec pendant des années, jusqu'à la fin de sa vie. On n'est pas dans le même type de recherche d'informations, on n'est pas dans le même type de relation aussi avec son médecin. Non, mais c'est évident, c'est ça là, le profond changement de la période qu'on vit, que certains appellent une transition épidémiologique, peu importe, mais on est confronté aux maladies au long cours. Je pourrais peut-être, pour une affection, voir M. Grouchka 2 fois, mais je vais vivre 40 ans avec Frédéric. C'est pas du tout la même chose. Donc, il va falloir, et on va probablement s'engueuler, on va pas être d'accord, je vais pas avoir compris ce qu'il m'a dit, et lui, il va avoir pensé qu'il m'a tout dit, mais il m'a dit pas ce que j'attendais qu'il me dise. Donc, ce sont des relations de longue durée, ce sont des relations compliquées, avec très souvent une multiplicité d'intervenants aussi, ce qui renforce la complexité encore de la relation médecin-malade ou patient soigné. Donc tout ça joue un rôle extrêmement important. Je pense que la durée et la technique, comme l'a dit Frédéric, on est probablement toujours avec des techniques très pointues, mais qui n'ont pas d'effet immédiat. Et donc on doit gérer ces techniques-là au fil de l'eau, alors que ce soit les conséquences de médicaments avec des effets secondaires délétères qu'il faut apprendre à gérer. Mais on est exactement dans la situation que décrivait Toby Nathan tout à l'heure. Dans la lutte contre le sida, les professionnels de santé ont appris avec les patients ce qu'était un certain nombre d'effets secondaires, parce qu'ils en avaient une vision probablement technicienne, moléculaire, ce que vous voulez, mais ils n'avaient pas la vision de la réalité de ce que ça faisait. Et au fond, chacun a un peu aménagé la manière de prendre ses traitements en fonction de comment il pouvait les supporter. Enfin, je trouve que cet échange a véritablement eu lieu. Et probablement, si je reprends cet exemple-là de la lutte contre le sida, ce qui m'étonne, c'est qu'au fond, plus les traitements se sont technicisés, précisés, plus la relation humaine s'est aussi estompée et est redevenue une relation de prescription assez technique, comme s'il fallait au fond être tous démunis devant le malheur pour pouvoir partager humainement, et que quand la technique est là, elle gomme tout ça. Et c'est une vraie interrogation, parce que je pense que... Ces techniques ont déshumanisé un peu la relation, c'est ça ? Moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est le sentiment qu'on partage dans beaucoup d'associations. Depuis 60 ans, au fond, on apprend à soigner avec des traitements qui sont réputés faire quelque chose et qui sont réputés guérir ou bien vous mourir rapidement. Et que là, c'est complètement différent. C'est une donnée totalement nouvelle et qui n'est pas intégrée dans les études. Et au fond, ça demande cette qualité qu'a évoquée Frédéric, qui est, de la part du soignant, d'être capable d'avoir une relation d'aide avec un patient. Mais qu'on ne se méprenne pas. Hein. Il ne s'agit pas de faire l'assistante sociale du patient, mais de le mettre en situation de pouvoir être autonome dans cette relation, de faire ses choix, en tout cas de faire entendre ce qu'il a envie de faire entendre, et que ça tombe bien si vous êtes sur un médecin qui a ça dans son équation personnelle, mais ça tombe mal s'il ne l'a pas et qu'il ne l'a pas appris. Parce qu'au fond, la capacité à avoir une relation d'aide empathique avec tout le monde, non connotée, dépourvue de jugement, ça s'apprend.
Mais voilà, ce n'est pas aujourd'hui un enseignement majeur des études. Françoise Grossetête, comment est-ce que l'Europe s'implique dans la relation soignant-soigné? Et est-ce que vous pourriez éventuellement nous donner quelques exemples d'aide, d'avancées qu'elle a apportées pour effectivement que le patient soit mieux informé et que le médecin se mette un peu plus au niveau du patient? Alors c'est vrai que l'Europe fait un certain nombre de choses, parfois avec difficulté, parce qu'il faut convaincre nos ministres de la Santé, 27 ministres de la Santé à convaincre, ça n'est pas toujours facile. Alors c'est vrai qu'autrefois, il y a plusieurs décennies, il y avait une vraie relation de confiance entre le médecin et le patient. Et par la suite, les médecins ont vu arriver des patients avec leur Vidal sous le bras. Ils avaient lu un certain nombre de choses dans le Vidal et puis ils demandaient des explications ou ils demandaient d'avoir tel ou tel traitement. Parfois, maintenant, ils arrivent avec leur ordinateur. Aujourd'hui, c'est Internet. Voilà. Aujourd'hui, c'est Internet. Et là, il faut vraiment le prendre en compte parce qu'il y a... On peut tout trouver sur Internet, des informations qui peuvent être justes, mais beaucoup qui malheureusement sont erronées et qui font que le médecin se retrouve face à un patient qui est persuadé d'avoir trouvé la bonne information sur Internet et cela va être une complication parfois pour le médecin pour expliquer que non, ça n'est pas ça la vérité, que lui pense autrement, etc. et veut faire autrement. Donc nous avons, dans la législation européenne, et dans le cadre d'ailleurs de la directive soins de santé transfrontaliers qui permet aux citoyens européens de pouvoir bénéficier de soins de santé programmés, et non pas d'urgence, mais programmés dans un autre État membre de l'Union européenne, on envisage justement ce problème d'Internet, de même que nous l'envisageons dans une directive sur l'information aux patients. Et cette directive a énormément de mal à sortir. Pourquoi? Le Parlement européen est tout à fait volontariste en disant il faut absolument arriver à avoir des sites qui soient tout à fait sérieux, rigoureux, contrôlés, pour éviter que les patients ne soient trompés. Mais les États membres, là, freinent terriblement et pour l'instant, cette directive qui est préparée déjà depuis un certain temps au Parlement et n'a pas encore abouti du fait des réticences elles viennent d'où ces réticences? D'abord parce que je pense que d'une manière générale, les États membres, lorsqu'il s'agit de donner de l'information aux patients, ont toujours peur que plus d'informations va entraîner plus de soins de santé, donc plus de coûts engendrés. Et il y a souvent cette vision très très comptable des choses, on peut comprendre d'un côté, mais de l'autre, je pense que c'est une vision beaucoup trop fermée. Où l'on infantilise un petit peu le patient aussi. Exactement, et il faut responsabiliser. Donc c'est pour cela, tout à l'heure, vous avez posé la question à notre médecin ici sur le plateau, en disant éducation ou information, je crois que les deux sont nécessaires. Il faut donner de l'information, mais il faut aussi éduquer, c'est-à-dire responsabiliser le patient aussi. Alors, docteur Frédéric Sanguignol, justement, quand on donne l'information au patient, on lui fournit un certain nombre de données, on lui fournit aussi parfois un certain nombre d'objectifs. Vous avez telle maladie, ce serait bien qu'on arrive à ça. Mais est-ce qu'il n'est pas important aussi de donner des objectifs qui soient réalisables et qu'on ne soit pas dans quelque chose qui paraisse tellement lointain pour le patient que du coup, le médecin rate complètement sa cible? C'est malheureusement un des problèmes quotidiens, je dirais. Quand on dit, quand un chirurgien dit à un patient de perdre 50 kilos pour l'opérer de son genou ou de sa hanche, quand on sait qu'il n'arrive pas à en perdre 2, lui donner l'objectif d'en perdre 50, c'est un objectif totalement irréalisable. Mais de notre côté, on a tous les jours, par exemple, des campagnes qui nous disent de manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, c'est bien ces campagnes, mais le problème, c'est que ça pose le patient, pour le patient, pour la personne, la bonne santé, finalement, elle est à 5 fruits et légumes. Ça veut dire que si on est à 3, on a raté. Non, c'est pas ça. C'est que le message qui passe, c'est la bonne santé, vous l'aurez à 5 fruits et légumes. Comme la plupart du temps, ce sont des gens qui en mangent 0. Mais je vous rappelle qu'au début de cette campagne, on était même à 10. Oui, ça, pourquoi pas. Non, mais ce sont des gens qui n'en mangent pas. Donc, si peut-être on avait dit, mangez-en une fois, peut-être 2 fois, si vous pouvez, déjà, on donnait un petit objectif, donc réalisable,
et peut-être qu'il y aurait eu un succès un peu plus important de cette campagne. De même pour l'exercice physique, j'imagine que si on dit à une personne, voilà, vous devez faire 1 heure d'exercice par jour, on court quand même à un échec total. Pour quelqu'un qui n'en fait pas du tout au départ. Il ne le fera pas, donc il faut commencer par 1 fois par semaine. Voilà, essayer de lui faire trouver une solution pour mettre en place 1 fois par semaine un peu d'exercice physique. Et puis on passera à 2 fois, et puis à 3, mais tranquillement et au rythme de chaque patient. Christian Saoud, quand vous entendez Toby Nathan dire, d'ailleurs on ne parlera plus de malades, on ne parlera plus de patients, on parlera d'usagers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme? Est-ce que c'est ça qui va modifier la relation entre le soignant et le soigné? C'est un bon terme, usager? On est usager de la santé? Moi, je ne sais pas trop... Oui, on est sûrement des usagers de la santé, je n'ai pas d'ombre d'un doute sur le fait. Maintenant que ça constitue un mode d'entrée pour peser sur un système, pour le réformer, en tout cas, ce n'est pas la démonstration qui a été faite. C'est que c'est plutôt des groupes de patients qui ont provoqué les modifications. Donc, moi, c'est ma culture, c'est de là dont je viens, c'est à ça que je crois, mais je ne suis pas hostile à l'idée qu'il y ait une logique usagée. Mais la logique usagée, elle est composée de sous-bassements divers. Il y a une approche consommateur, il y a une approche famille parce que la famille est concernée par la maladie, il y a une approche handicap parce que la gestion de la maladie dans le handicap elle-même est un peu plus complexe, il y a une approche probablement personnes âgées aussi. Donc voilà, je suis probablement pas tout à fait d'accord avec ce que dit Toby Nathan quand il dit que de toute façon la pression viendra de la loi, parce que pour moi, la loi n'est jamais un en soi, elle est la conséquence d'un ordre social, et probablement quand on aura décidé de changer la relation médecin-malade, on le dira quelque part dans une loi. Mais je ne crois pas beaucoup à ce que la loi elle-même change les choses. Est-ce que ça n'a pas déjà été dit dans la loi Kouchner? Non, parce que je pense qu'honnêtement, on avait fait une proposition à ce moment-là qui n'est pas passée, qui était de définir la relation médecin-malade comme un partenariat permanent de soins. Ce qui aurait été, me semble-t-il, là pour le coup, une évolution conceptuelle assez importante, parce qu'au fond, on reste sur la relation médecin-malade avec un tout petit bout, un tout petit socle, qui est le socle de l'arrêt Mercier de 1937, qui dit que la Cour de cassation dit que c'est un contrat. Oui, mais on ne sait pas tellement de quelle nature est ce contrat, puis au fond, finalement, personne n'en a l'idée. Mais c'est fondamentalement une relation contractuelle, mais quand on dit ça dans l'arrêt Mercier, on en fait au fond un substrat commercial. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est le partenariat permanent de soins de 2 individus qui se parlent et qui probablement s'enseignent des choses les uns les autres. Un mot sur Internet, on a vu plusieurs patients dans le micro-trottoir l'avaient évoqué, Toby Nathan aussi. Est-ce que pour vous c'est un élément qui doit inquiéter, qui va faire partie maintenant du parcours du malade et il va pouvoir l'utiliser comme outil de relation avec son médecin? De toute façon, il faut globalement que nous nous apprêtions tous à vivre de plus en plus inquiets. Je ne vois pas d'éléments dans le panorama mondial de nature à nous provoquer un sommeil tranquille. Paisible. Donc, on ne peut que vivre inquiet, puis c'est plutôt mieux intellectuellement. Mais moi, je trouve que Internet, ça fait un peu le bruit d'un petit pois dans une boîte vide, quoi. Voilà, ça occupe tout l'espace parce qu'on a que ça à dire. Mais bonsoir, si on avait autre chose à dire, ça serait relativisé, si vous voulez. Parce que quand un patient vient vous voir parce qu'il a trouvé quelque chose sur Internet, au fond, le sujet n'est peut-être pas tellement de lui dire que c'est faux ou que c'est vrai, mais peut-être de lui dire « Mais pourquoi est-ce que vous pensez que c'est bon pour vous ?» Et là, vous, médecin, vous apprendrez quelque chose sur ce que lui, le patient, il attend. Donc, c'est pour ça que vraiment, je pense qu'on est au cœur de la relation humaine et que tout ça, Internet ou autre chose, c'est c'est pas des épiphénomènes vu la portée du signal, mais voilà, il faut relativiser ces choses-là, quoi. C'est pas ça qui bouleverse la relation médecin-malade. C'est fondamentalement l'exigence des individus contemporains dans un espace démocratique, comme l'a dit Toby Nathan, d'être de plus en plus autonomes dans la maîtrise, y compris de leur destin de santé. C'est ça qu'on a affirmé depuis 20 ou 30 ans, c'est que même malade, on voulait maîtriser ce destin de malade, et quand on le souhaitait, si on ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas, mais c'est plutôt ça que les gens ont envie de faire, mais parce que nous fonctionnons tous comme ça dans la société contemporaine. Nous voulons tous maîtriser nos vies. Donc je pense que c'est ça le fait majeur, et Internet vient après. Françoise Grossetête, il y avait dans le micro-trottoir un acteur qui n'est pas présent là sur scène avec nous, mais qui a été évoqué, c'est le pharmacien. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il doit avoir un rôle plus important? Est-ce qu'on doit faciliter les rapports avec le pharmacien qui,
souvent et parfois une porte d'entrée justement dans le monde médical. Effectivement, le pharmacien, c'est pour beaucoup de personnes, c'est tout simplement une porte facile. La pharmacie est une porte facile à pousser. Quand on est un petit peu désemparé, démuni parfois. Donc le pharmacien, c'est peut-être le premier contact le plus facile. Vous pouvez très bien aller soit chez le pharmacien de votre quartier, donc là il y a une vraie relation personnelle, ou bien alors vous arrivez, vous êtes totalement anonyme et vous allez expliquer votre problème. Donc le pharmacien, effectivement, je pense, joue un rôle et doit jouer un rôle essentiel. Dans l'écoute déjà, prendre le temps d'écouter ce que va lui dire cette personne pour pouvoir l'orienter le mieux possible, c'est-à-dire soit lui conseiller d'aller voir un médecin, un généraliste d'abord, et puis, ou peut-être s'il ne s'agit pas de quelque chose de très important, pourra-t-il le conseiller sur ce qu'il doit faire. Mais je pense que ce rôle-là est important dans une société où nous sommes très nombreux, où il y a parfois beaucoup d'individualisme et où certaines personnes peuvent se sentir vraiment très, très, très seules. Et donc, c'est plus facile de pousser la porte d'une pharmacie que de déjà prendre le téléphone pour avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste. On prend peut-être une question dans la salle. On a une petite minute ou deux pour prendre une ou deux questions dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite se manifester et poser une question à l'un de nos grands témoins, ou une question qui peut être collective? Pas de questions? Bon, bah écoutez, vous en gardez une pour tout à l'heure? Ah si, j'en vois une là. Alors on me montre, mais moi j'ai pas un bon retour visuel. Non, il n'y a pas de question. Oui. Alors voilà, excusez-moi, je ne voyais pas. Je vous en prie, monsieur. Présentez-vous, oui, merci. Vous n'avez pas parlé de l'importance Vous pouvez vous présenter, monsieur, s'il vous plaît? Pardon. Laurent Harlet, je suis membre du Conseil de l'Ordre régional de Midi-Pyrénées. Vous n'avez pas parlé dans ce point de vue de la relation médecin-patient, de l'influence des médias autres qu'Internet, en particulier donc les émissions de télévision dont les patients nous parlent par contre eux. C'est moi qui dois répondre en tant que journaliste. Non, je plaisante. Docteur Sanguignol ou Christian Saoud, est-ce que les malades, effectivement, font beaucoup référence à ce qu'ils ont entendu dans les médias? Est-ce que, quand ils arrivent dans le cabinet, ils y font également référence? Est-ce que c'est un élément qui va influer sur leurs questions, sur leur comportement, docteur pas plus que Sanguignol, ce qu'on voit sur Internet ou dans... C'est à peu près les mêmes contenus qui circulent, hein. Simplement, le média est évidemment différent. Mais honnêtement, je ne sais pas si au fond, les patients croient ce qu'on dit sur Internet ou croient ce qu'on dit dans un papier à la télévision, dans un reportage, qui sont à peu près tous, vous le voyez bien, formatés de la même manière aujourd'hui. À la radio, c'est moins vrai, Daniel. C'est moins vrai, c'est-à-dire? Il y a plus de typicité d'une radio à l'autre que dans ces reportages qui sont livrés, tu le sais bien, par des maisons de production clés en main aux différentes émissions de télévision et qui se ressemblent à peu près tous, sur la face, y compris la tonalité de la voix. Donc je pense que personne n'est dupe de la boîte qui fabrique tout ça, c'est le même tuyau. Donc voilà, je ne pense pas que ça ait une influence considérable. Très bien. Eh bien, écoutez, on va passer à la deuxième thématique. Deuxième thématique abordée, le renforcement des compétences. Je vous invite à retrouver Angela Coulter et Toby Nathan qui, outre les compétences, vont aussi aborder le volet répercussions économiques. Then both clinicians, doctors, nurses, other clinicians and patients are going to have to learn new skills. Now, clearly, clinicians will need training because often it means changing traditional ways of working. For example, doctors and nurses in the past have been trained to know all the answers, to make all the decisions, to lead the consultation. In the new world of more engaged patients, they will have to change their style, I think. They will have to, for example, offer alternatives,
ask open-ended questions, encourage the patients to express their views, help the patients to make decisions together with the clinician. And that's easier to say than to do. And many clinicians find it quite difficult to change these traditional ways of working. So there's got to be those kinds of changes. I think there's also got to be changes around the consultation. The whole system needs to change. So for example, it may involve longer consultations. In Britain anyway, a standard consultation with a GP lasts only about 10 minutes. So you have to change the appointment system to allow for this to happen. Then you have to change the record system because the patient needs access to the record as well as the doctor. So you've got to design the computer template. You've got to train the clinicians to work in this way. You've got to support the patients. And we have a purchaser-provider split in our country. So that means the commissioners need to think about what incentives they can put in place to allow for this different consultation. So it has all sorts of ramifications for the system. Formation des patients, je pense qu'elle est indispensable. Formation des médecins, je ne sais pas par quel bout la prendre. Hein. Et ça, je pense que c'est fondamental. Les malades sont, on peut les solliciter très très facilement et ils accepteront très volontiers de participer à cet apprentissage. Donc, formation des malades, certainement. Formation des malades aussi à quelque chose de plus complexe, qui est les associations, la participation à des associations. Tout le monde n'a pas envie de participer à des groupes, etc. Il y a des gens qui sont plutôt solitaires, qui n'ont pas envie d'être avec des semblables, etc. Donc tout ça, c'est plus complexe, et il faut du tact, et il faut les introduire à ça. On sait que, par exemple, des malades qui ont le cancer, les mettre en relation avec d'autres malades qui ont le cancer, ils n'aiment pas trop. Enfin, bon, toutes ces choses-là sont des choses compliquées, il faut du tact, etc. Mais ça aussi, je pense qu'il y a une formation à faire. Il faut aussi considérer que les malades sont donc des gens qui ont envie d'apprendre et qui sont des témoins. Et cette parole du patient qui n'est plus seulement un patient, mais aussi un témoin, et un témoin pour d'autres malades, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui apprend, mais que c'est quelqu'un qui enseigne aussi, puisqu'il témoigne. Alors le côté médecin, c'est plus compliqué, parce que les médecins sont des gens, je veux dire, c'est un monde très traditionnel, c'est peut-être une des rares professions où on est encore initié, parce que les rituels d'initiation ont totalement disparu de notre société. On est initié, autrefois on était initié au lit d'un cadavre, hein, quand même, hein. C'est-à-dire que, je veux dire, on touchait aux morts, on commençait par là, la dissection, vous vous souvenez, hein, c'était la première chose, et puis on était initié à ce moment-là. Maintenant, bon, on ne le fait plus, je crois, je ne sais plus, mais je crois qu'on ne le fait plus. C'est un monde très fermé, et donc c'est très difficile de modifier la formation. Mais je crois que la formation essentielle qu'ils ont besoin de recevoir, c'est une connaissance des groupes. Et je crois qu'il est indispensable que les médecins soient formés aux groupes auxquels ils ont affaire. Clearly a really crucial issue, and particularly now with the financial situation as it is. But rather than seeing greater patient engagement as a means of driving up costs, actually I think it'll have the opposite effect. There is quite a bit of evidence that if you engage patients in decisions, as I said, they tend to choose less invasive treatments, less expensive treatments. There's also quite a bit of evidence that if you involve people with chronic conditions in their own care, they can actually manage pretty well. Clinicians often say, when you say that, you know, that they should be changing the way of working, they often say, well, that's all very well, but I'm fantastically busy now. This is going to mean that I have to spend even more time. And I think that's not necessarily true. I did use the example of diabetes where patients needed longer consultations once a year. But if the longer consultation produces more effective results later on, then you need to look at the whole pathway of care, not just one episode. And I think another way of solving the problem is actually better use of non-doctors. So other clinicians,
nurses, physiotherapists, other kinds of clinicians have a very important role to play. The doctor doesn't have to do it all. And also community support. Because, for example, people with diabetes or arthritis or another chronic condition can actually learn a lot from joining groups with other patients who will share their expertise. Indeed, web support groups, virtual networks, as well as groups, self-help groups who actually meet face to face. The kind of social support they can give can actually help to improve people's health. La vraie question du coût de la médecine aujourd'hui n'est pas tellement celle des médecins. Je trouve que les médecins ne coûtent pas très cher en fait. Hein. Et le coût de la médecine, c'est essentiellement les médicaments, la production des médicaments et surtout l'évaluation de ces médicaments. Et je pense que c'est autour de ça que la situation, que la relation va se symétriser. C'est que qui est-ce qui peut juger de l'efficacité d'un médicament ? Ce sont les malades qui peuvent juger de l'efficacité d'un médicament et certainement pas les laboratoires. Aucune étude de laboratoire ne vaudra le témoignage des malades et de leur environnement. Je pense que c'est autour de ça qu'on va faire des économies et qu'on va, faisant des économies, on va aider à la symétrisation de cette relation. Voilà ce que je pense. Well, I think the big problem is culture and attitudes, actually. I think clinicians have to change their way of thinking. Some clinicians find this quite threatening because they worry, and many doctors will say, one of their problems is the patients come in with a long list of things they've printed off the internet and they get all the wrong idea about what's wrong with them or what would be good for them, and they have to spend a lot of time unraveling all that. And that I can understand that can be a real problem. But the solution is not to hope that the internet will go away or that patients won't seek information, because they will. The solution has to be to provide them with information that is accurate, unbiased, evidence-based, and then discuss it with them so that they get the right ideas rather than the wrong ideas. So I think clinicians are going to have to learn to be better educators and better facilitators and supporters. And if they can learn those skills, then I think the chances are they can produce even better results from healthcare. Voilà, je me tourne de nouveau vers nos grands témoins pour ce renforcement des compétences. Docteur Frédéric Sanguignol, c'est d'abord à vous que je vais vous poser la question. Toby Nathan dit, mais par quel bout donc prendre la formation des médecins? C'est si compliqué que ça de revoir un petit peu les choses, de remettre des choses au niveau du patient. C'est vraiment quelque chose... Il faut d'abord le demander à nos doyens, qui dans les études initiales de médecine, n'ont encore, pour certains, toujours pas intégré de formation à l'éducation thérapeutique. Ça paraît absolument incroyable. Et pourtant... Il faut peut-être que la pression vienne du bas aussi. Certainement, comme d'habitude. Mais on est pourtant dans un monde où on nous a appris à guérir, alors que dans la maladie chronique, il va falloir que l'on renonce à cette idée de guérir. Et de notre côté, pour un patient... après le choc de l'annonce d'une maladie, eh bien lui, il va devoir faire face et surtout vivre avec cette maladie. Donc finalement, qu'est-ce que ces formations doivent apporter? Peut-être à donner un peu plus de pouvoir aux patients. Ce pouvoir, alors on parle beaucoup d'observance, mais finalement l'observance c'est quoi? C'est quand on regarde le pouvoir du patient et le pouvoir du médecin. L'observance, c'est un médecin qui prescrit, donc c'est tout le pouvoir du médecin avec quasi aucun pouvoir du patient. À l'opposé de l'observance, vous avez finalement l'autoprescription. Vous avez tout le pouvoir du patient, mais pas de pouvoir du médecin. C'est justement peut-être entre ces deux parties, entre l'observance et l'autoprescription, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, que l'on va trouver justement ce partage de pouvoir, ce partenariat dont on parle depuis tout à l'heure. Donc concrètement, ça passe forcément par une réforme au niveau des études universitaires, c'est ça? Initiale d'abord, oui.
puis ensuite par un système de formation médicale continue? Il y a quand même deux éléments importants. Le premier, c'est qu'on a quand même une loi HPST qui demande que les soignants qui souhaitent développer des programmes d'éducation thérapeutique soient formés. Ça, c'est le décret du 2 août 2010. Et pour ceux qui ne le souhaitent pas, c'est pas grave, on les oublie, quoi. En gros, il n'y a pas de moyen de coercition non plus. Ah non, on n'a toujours pas sorti le fouet. Peut-être que Christian le sortira, mais... Donc non, toujours pas. Mais il y a surtout... Donc, non, ce que je veux dire par là, un peu, de façon, c'est que ça reste soumis au bon vouloir de chaque médecin, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas Est-ce que ça va suffire? Eh bien, certainement pas. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc je crois qu'il y a un mouvement à mettre en place, mais qui quand même, dans certaines facs, attention, il y a déjà des facultés qui ont mis en place. Je dirais d'ailleurs que les paramédicaux sont bien en avance par rapport aux médecins. Je crois que toutes les infirmières qui vont sortir en 2013 auront eu une formation d'au moins 40 heures à l'éducation thérapeutique. Donc ça bouge beaucoup chez les paramédicaux. Ça finira bien par bouger chez les médecins. Angela Coulter, d'ailleurs, le soulignait, il faut donner plus d'importance au paramédical. Elle le disait dans son interview. Christian Saout, du côté du patient, justement, le renforcement des connaissances. Alors, les associations de patients, elles ont les connaissances. Enfin, elles les acquièrent, elles les transmettent. Ça fait partie aussi de ce renforcement des compétences. C'est par les associations de patients que ça doit passer? Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, qu'on donne assez de place aux associations de patients? Non, mais on n'est pas là pour pleurer non plus. D'abord, ce n'est pas la solution miracle. Faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a eu à un moment donné dans l'histoire de la santé des mobilisations fortes qu'elles vont automatiquement se reproduire au copier-coller sur tous les sujets. Ni sur toutes les pathologies, parce que ça passe forcément suivi. C'est d'abord parce que parfois on a des pathologies de l'âge où il n'y a pas de mobilisation possible. Parfois on est sur des publics qui sont peu ou pas mobilisables. Donc ce qui s'est passé dans la lutte contre le sida et devant lequel tout le monde s'incline depuis 20 ou 30 ans, c'est entre guillemets une sorte de miracle de mobilisation. Donc, mais on n'en a probablement pas tiré les enseignements. Il y a eu les états généraux du cancer quand même. Oui, après. les états généraux du cancer, et il s'est produit un certain nombre de choses, mais honnêtement, il faudrait pouvoir apprendre à catalyser des mobilisations. Et alors, je ne sais pas s'il faut toujours forcément les faire au sommet. Ça peut se faire dans les territoires, dans les ARS, avec des groupes de population qui sont intéressés à un programme d'éducation à la santé, un programme d'éducation thérapeutique. Enfin, il y a plein de choses possibles. Mais de toute façon, la connaissance aujourd'hui, elle n'est pas le fait d'une seule personne. Il n'y a pas une pravda médicale, une pravda associative. Je veux dire, tout ça, la connaissance, l'information circule de plus en plus et elle circulera de manière plus accélérée encore. Donc, je pense que tout le monde doit y participer. Là où les associations souffrent, c'est probablement parce que les personnes qui s'y sont engagées avec la volonté de prévenir les autres de ce qui leur est arrivé et de les aider à gérer ce qui leur arrive. Et qu'elles ont l'impression qu'on ne les aide pas beaucoup pour ce faire, d'autant qu'elles n'ont pas de modèle économique, à l'exception de 3 ou 4 d'entre elles. Donc elles ont une difficulté pour développer des services aux patients, de la même manière que les associations de personnes handicapées ont pu développer des services aux personnes handicapées, y compris des établissements par le passé. Les associations de patients, qui ont incontestablement des savoirs, n'ont pas de modèle économique pour les diffuser. Ça, c'est un vrai problème, une vraie difficulté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que sur le chemin de l'accompagnement des patients, c'est peut-être d'autres structures qui vont prendre la place, comme l'assurance maladie obligatoire. Il est quand même assez singulier que ce soit l'assureur de base qui fasse un programme SOFIA d'accompagnement des diabétiques. Il est quand même assez singulier que ce soit des organismes complémentaires qui fassent des programmes d'accompagnement des patients à la place du système de santé lui-même. On n'imaginait pas que ce pourrait être le rôle des assureurs. Mais à force de ne pas faire, eh ben voilà, c'est comme ça que ça va se traiter. Et moi, je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas souhaitable, je ne veux pas jeter l'opprobre sur quiconque, mais ça devrait au minimum être réfléchi et être pensé.
Françoise Grossette, quels sont les outils qui pourraient être utilisés justement pour améliorer ces compétences des deux côtés, hein, côté soignant et côté soigné? Oui, alors d'abord, je voudrais intervenir sur le rôle des associations, parce que pour le législateur, et entre autres le législateur européen, les associations jouent un rôle essentiel. J'ai deux exemples précis. Nous avons voté en 2006 un règlement sur les médicaments pédiatriques permettant de soutenir la recherche pour obliger, chaque fois qu'on demande une autorisation de mise sur le marché d'un médicament pour adultes, obliger à ce qu'il y ait la même demande d'autorisation pour le médicament pédiatrique dans la mesure où la maladie peut concerner des enfants. Et là, nous avions un blocage total de la part du Conseil des ministres de la Santé et nous y sommes arrivés, nous étions 2 ou 3 députés de différentes nationalités, de différents groupes politiques à vouloir vraiment avancer dans ce domaine et nous y sommes arrivés grâce au soutien des associations de parents d'enfants malades. Et ça a été le déclencheur. On a fait une conférence de presse un jour à Bruxelles avec ces associations-là et finalement on a obligé la Commission européenne à se pencher sur le problème et à nous faire une proposition. Et deuxième exemple, alors je préside l'Alliance européenne de lutte contre la maladie d'Alzheimer. C'est un outil politique qui a été voulu par la Fédération européenne qui regroupe toutes les associations de lutte contre la maladie d'Alzheimer dans l'Union européenne. Là, ces associations-là font un travail absolument remarquable et bon, cet outil politique que je préside est fait pour aller titiller un peu les différentes instances politiques de l'Union européenne pour essayer de faire bouger et de faire avancer les choses. Donc vraiment, les associations, pour le législateur, les associations de patients jouent un rôle essentiel, c'est important, parce que c'est un peu l'aiguillon, en somme, qui nous oblige à avancer. Bon, dans les traitements, moi j'ai le souvenir, par exemple, le traitement, la prise en compte de la douleur. Dieu sait que longtemps, la douleur a été très mal prise en compte, entre autres en France, par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Et alors aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, on en tient beaucoup plus compte, mais il a fallu là aussi beaucoup bouger, beaucoup se remuer pour qu'enfin on comprenne que la douleur était quelque chose qu'il fallait absolument prendre en compte et qu'il fallait traiter. Parce que la prise en compte de la douleur, c'est aussi un élément essentiel de la thérapie. Hein. Quand on est un cancéreux et que l'on souffre beaucoup, si on arrive à atténuer cette douleur, ça permet là aussi aux patients de se dépasser un petit peu. Donc c'était ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut peut-être plus humaniser, en somme, la relation entre le patient et le médecin, donc peut-être donner plus de temps aussi aux médecins qui malheureusement parfois dans le reportage, la durée des consultations. Minutes, ouais. Oui, c'est sûr, on ne peut pas en 10 minutes arriver à échanger véritablement avec le patient. Alors Cédric Grouchka, sur l'éducation thérapeutique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour améliorer les compétences des deux côtés? Oui, je voulais dire un mot pour souligner l'engagement extrêmement déterminé de la Haute Autorité de Santé dans le déploiement, dans le développement de l'éducation thérapeutique. Rappeler que dès juillet 2010, nous avons élaboré un guide méthodologique pour aider les agences régionales de santé à faire émerger les programmes d'éducation thérapeutique et que nous sommes chargés de l'évaluation de ces programmes et que nous travaillons d'arrache-pied en commun avec les professionnels et les agences pour essayer de trouver les modalités les plus efficaces pour effectivement assurer ce déploiement. C'est un axe très fort qui est soutenu et porté avec détermination par un membre du collège qui est Alain Cordier, qui fait ça avec beaucoup de conviction, parce que nous avons nous-mêmes, de façon collective, la certitude que c'est un élément non seulement d'amélioration de la qualité de la prise en charge, bien sûr, des patients, mais que c'est aussi un outil de démocratie sanitaire. Et que pour ces deux raisons, notre engagement est total dans l'aide à l'émergence de ce sujet d'éducation thérapeutique. Avec juste un point, un écueil sur lequel il convient vraiment que nous ayons une attention extrêmement aiguë. C'est de faire en sorte que l'éducation thérapeutique ne soit pas un effet de mode. Qu'on ne le considère pas pour les uns comme une panacée absolue ou pour les autres comme, par opportunisme, une façon de repeindre des projets défraîchis dans les tiroirs. Ce qui est important, c'est... Parce que vous savez, on a eu, souvenons-nous quand même, des respirations cycliques dans le monde sanitaire assez fortes.
On a eu dans les années 90 la notion d'évaluation, dans les années 2000 la notion de réseau de santé. Il a fallu à chaque fois 10 ans pour en sortir, parce que pour les uns, effectivement, c'était un leurre en pensant que c'était une panacée. Pour les autres, c'était effectivement l'opportunisme de repeindre ces projets défraîchis dont je parlais à l'instant. Nous avons la chance d'avoir un encadrement législatif et réglementaire qui permet à la Haute Autorité de Santé d'être un garant a priori de l'émergence de tous les projets, de ne pas brider l'initiative du terrain, et en même temps d'éviter la luxuriance et le foisonnement et l'éclectisme absolu qu'on a pu voir dans les effets de mode du passé. Donc on a cette chance absolue, donc on y va avec détermination, mais avec rigueur, avec la rigueur scientifique qui nous caractérise. Alors justement, Frédéric Sanguignol, cette éducation thérapeutique, vous médecins, alors vous avez un guide. Comment vous pouvez transmettre ça aux patients? C'est pas quelque chose qui se prescrit, ça. C'est tout un changement d'attitude. C'est une négociation que vous allez avoir avec lui. Oui, juste pour revenir sur ce que disait Cédric Groschka, beaucoup de participants travaillent dans des établissements de santé. Je pense qu'ils ont bien lu avec attention la façon dont a été, dans le manuel de certification, réécrite la référence éducation thérapeutique. Je crois qu'il est quand même écrit que si l'établissement ne développe pas de programme d'éducation thérapeutique, il doit adresser le patient dans un autre établissement. Je pense que ça va légèrement modifier les choses et que même si on n'avait pas trop envie, peut-être qu'il va y avoir des solutions qui vont apparaître. Il y a de la marge, hein, parce que moi j'avais travaillé avec le président de l'Association française des diabétiques, Gérard Raymond. On avait fait une petite étude en Midi-Pyrénées. Il y avait comme structure d'éducation, il y a 5 ans, la possibilité pour un patient diabétique de faire un programme d'éducation thérapeutique une fois tous les 40 ans. Donc vous voyez que on a encore de la marge. Il y a de la marge, effectivement, oui. Et l'aspect économique, alors ça a été un petit peu abordé, on a le sentiment, enfin souvent les pouvoirs publics ont le sentiment que ça va coûter de l'argent. Voilà, si on améliore les compétences, on va être plus demandeur, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, et que ça va coûter de l'argent. Alors ça va coûter de l'argent ou on va avoir un retour sur investissement? Alors c'est très étonnant qu'on continue à se poser la question. La première évaluation date de 1972. Où des programmes d'éducation thérapeutique aux États-Unis ont montré que les durées d'hospitalisation étaient divisées par 3, que les complications chez le patient diabétique, les épisodes aigus de complications étaient divisés par 3. Enfin, vraiment des études économiques, alors certes il n'y en a pas encore assez et les méthodologies ne sont pas encore bien précisées. Pourquoi ça perdure alors, ce sentiment que ça va finalement coûter? On ne sait pas, certainement parce que pour développer l'éducation thérapeutique, un jour il va bien falloir parler de moyens, pour aider les équipes justement à pouvoir mettre en place ces programmes. Moi j'ai eu la chance de pouvoir faire avec l'assurance maladie une étude sur l'impact d'un programme d'éducation thérapeutique de 5 jours chez des patients obèses en regardant ce qu'ils avaient coûté à l'assurance maladie 9 mois avant, 9 mois après. Eh bien on voit que malgré une augmentation du suivi du patient, les coûts directs pour l'assurance maladie ont baissé de 16% et les coûts indirects les arrêts de travail, les indemnités journalières ont baissé de 57% 9 mois après. Donc je pense quand même qu'il y a un bon nombre d'études qui montrent cette efficacité médico-économique de la mise en place de programmes d'éducation thérapeutique. Christian Saoud, même sentiment sur le... Je suis assez d'accord. La difficulté probablement en France, c'est qu'on a enfermé l'éducation thérapeutique dans l'idée de programme. Et qu'au fond, on a un peu coupé l'herbe sous le pied à tous les professionnels de santé pour essayer d'avoir une attitude plus éducative, avoir une posture d'éducateur à l'occasion de leur travail, ou une posture d'accompagnement. C'est-à-dire comme si c'était quelque chose à part. Hein. Bah oui, c'est un peu à part quand même, quoi. Sauf dans des spécificités comme celle de Frédéric, où c'est très intégré. Mais voilà, l'idée, c'est que si c'est deux choses différentes, voilà, ça pose quand même une vraie difficulté. Ça donne le sentiment en plus aux autres professionnels de santé que finalement l'éducation thérapeutique, c'est pas eux, c'est réservé à ceux qui sont dans les programmes. Comme si au fond, on les exonérait, vous pouvez continuer à faire comme vous faisiez avant. Donc je pense que ça, mais on l'avait probablement pas pressenti avant le vote de la loi, et je pense que ça sera un des correctifs importants. Derrière, il y a évidemment le débat économique, c'est que tout le monde a peur que ça flambe et que ça coûte extrêmement cher.
Mais je crois que dans notre pays, on sait malgré tout compter. Et on m'a dit que dans certains ministères, il y avait même des machines à compter, que même, je crois qu'à la Caisse d'assurance maladie, il y a 1000 informaticiens. Donc on ne doit pas être en difficulté pour faire le rapport avantage-inconvénient de ce type de mesure. Donc, est-ce que, je voudrais repartir un petit peu, parce que je trouve que c'est essentiel sur la formation des médecins en termes d'amélioration, de renforcement des compétences. Françoise Grossetête, est-ce que, bon, on a vu qu'en France, on n'est pas forcément encore complètement au top dans la carrière, dans les études universitaires, avant que les médecins ne fassent carrière, justement. Est-ce qu'au niveau européen, il y a des pays qui font mieux que nous dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des études universitaires qui intègrent un peu mieux quand même ces notions? Alors, ce n'est pas toujours facile de comparer des systèmes de santé qui peuvent être un peu différents d'un État membre à l'autre. Mais certains vous diront, alors moi je ne sais pas, hein, mais certains vous diront qu'en Allemagne, c'est peut-être un peu plus pris en compte, que dans les pays nordiques aussi. Alors peut-être, sans doute, je crois qu'il faut de toute façon, c'est certain, si on veut progresser, aller chercher, repérer, faire des comparaisons et puis se servir des bonnes expériences, s'il y en a des meilleures que chez nous, des bonnes expériences vécues ailleurs. De toute façon, je crois que dans ce domaine-là, et monsieur qui représentait le milieu associatif des patients, vous avez raison de dire il faut absolument éviter d'avoir systématiquement ce regard comptable sur les choses. Tout progrès qui permet une meilleure relation entre le patient et son médecin, pardon, et une meilleure information du patient par le médecin d'une manière générale. De toute façon, ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens d'une meilleure gestion. Le malade qui connaît bien sa maladie, qui est très bien informé de sa maladie, qui est très bien suivi par son médecin, de toute façon va mieux gérer sa maladie. Et comme vous le disiez très bien tout à l'heure, a priori, il y aura beaucoup moins de frais induits par la suite. Donc, je crois que là, tout le monde a intérêt, de toute façon, à améliorer le système, même si cela nécessite peut-être quelques investissements de départ, mais qui seront forcément amortis rapidement. J'en suis convaincue. Moi, en tout cas, les discussions que nous avons au niveau européen montrent bien qu'il faut aller de l'avant. Alors nous avons beaucoup aussi essayé de pousser là aussi sur tout l'aspect télémédecine, qui peut être un très bon outil aussi pour le milieu médical. Et là aussi, nous avons beaucoup de réticences de la part de nos ministres de la Santé, alors que je suis persuadée que la télémédecine est vraiment un outil qui peut être un progrès immense pour nos médecins et donc pour nos patients. Ah ben décidément, les ministres de la Santé, là, il faudrait des sessions il faut se mettre à leur place. Ça n'est pas évident. Tous dans l'Union européenne sont confrontés à des budgets colossaux et des déficits terribles des systèmes de santé. Donc, eux, ils sont dans l'urgence du moment. On peut comprendre. Nous, on a la chance de pouvoir regarder un petit peu plus loin sans être responsable de ces comptes des régimes de protection sociale. Donc je ne leur jette pas la pierre, simplement puisque nous, on a peut-être une possibilité de regarder ça avec un peu plus le moyen et le long terme, eh ben, tant mieux, essayons de faire progresser aussi. Christian, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Je dois avouer, Mme Grossetête, que vous ne me convainquez pas. Mais on est quand même autour de 11% du produit intérieur brut. Si on va comme les Américains à 16%, c'est la remarque qu'on faisait hier dans la session 8, ça fait 1/6 de la richesse nationale, 2 mois consacrés à ça. Je pense que c'est pas tenable. Enfin, on va vers une fracture sociale après. Donc la question, c'est plus comment est-ce qu'on trouve dans les ressources actuelles de quoi alimenter les transformations. Et là, c'est un problème où il faut nous regarder nous-mêmes et notre organisation sanitaire. Comme on n'est pas capable de déshabiller Pierre pour habiller Paul, voilà, on reste avec des choses qui sont probablement inutiles.
C'est quand même dommage d'avoir entendu, il y a serait-ce qu'un mois, la DGOS nous annoncer, dans une étude sur laquelle j'ai vraiment pas de mauvais esprit, de penser qu'elle est juste, qu'il y a à peu près 10% d'inadéquation hospitalière en France, ce qui coûte 3 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent, 3 milliards d'euros. On en ferait pas mal de choses dans le domaine de l'accompagnement des patients, de l'éducation thérapeutique avec 3 milliards d'euros. Donc, il y a probablement des réserves dans le système. Et par contre, il faut se donner les outils juridiques pour pouvoir aller les chercher, les mobiliser et ne pas systématiquement rajouter des couches et enlever ce qui ne marche pas, quoi. Et vraiment, voilà, je pense qu'on est devant un défi financier majeur, qu'on pourra probablement pas collecter beaucoup plus d'argent sur la santé, qu'il faut faire avec ce qu'il y a, mais qu'on peut certainement beaucoup mieux faire. Pardonnez-moi, vous permettez de dire que je suis bien d'accord avec monsieur tant mieux, si vous sur êtes cette d'accord. question-là. C'est pour ça que je parlais de la télémédecine, parce que je suis persuadée que c'est un bon outil qui va dans ce sens. On laisse une petite minute ou deux à la salle s'il y a une ou deux questions. Oui, monsieur. Alors, monsieur, vous avez le micro. Ensuite, oui. monsieur. Voilà, deux questions, pas plus. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Pouvez-vous présenter, monsieur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je suis monsieur Claude Etuin. Je suis vice-président du CIS Nord-Pas-de-Calais, et donc je suis président de Nord Mentalité. Donc, association d'usagers. Donc, je reviens sur le rôle que vous dites, Madame Grossette, donc de l'importance des associations d'usagers. C'est vrai qu'elles ont un rôle capital comme contrebalancier du système de santé. Nous aussi également, nous sommes dans l'accompagnement des personnes, hein, et bien sûr, moi plus spécialement, donc à viser sur des publics très précaires et en situation de fragilité psychologique ou psychique. Donc la formation des représentants est possible si on rejoint par exemple le CIS. Le CIS donc forme des représentants et des usagers, quoi. Et donc on peut à ce moment-là mieux comprendre le système de soins et mieux accompagner nos publics. Et on peut les représenter également dans les institutions, donc faut-il le rappeler. Donc je voulais vous souligner quand même que s'il existe des programmes européens, il existe aussi d'autres programmes qui viennent d'Amérique ou des pays anglo-saxons, tels que par exemple le programme Housing First, qui est donc un programme ambitieux qui est développé en France sur des sites à Toulouse, Marseille, Paris et Lille, qui est donc l'accompagnement des publics, des personnes qui sont à la rue. Donc les associations, ils jouent un rôle capital dans ces projets-là. Vous avez aussi des expériences nouvelles. Donc par exemple, quand Christian Saoud, il parle des groupes de personnes qui sont spécifiques ou pas à la maladie. Nous avons donc moi-même et dans mon support un groupe de parole des entendeurs de voix. Donc c'est des actions innovantes. Hein, ça existe très peu en France. Il y a trois groupes seulement installés en France, alors qu'en Angleterre, on le compte par centaines. Ça a pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes et présentant ces symptômes. Et elles prennent moins de traitements, c'est ça que je veux dire. Elles améliorent leur qualité de vie. Et donc ça a des bénéfices pour eux. Et aussi donc sur le rôle des péridants, parce qu'on le voit apparaître dans le propos de la dame anglaise là, qui parle. Donc c'est important que ces péridants sont formés, et donc c'est des personnes, des aidants naturels, bien souvent c'est des personnes qui ont connu la maladie, elles sont plus appropriées que n'importe qui, donc accompagner les publics. Et bien sûr tout cela ne doit pas rester comme ça, hein. Il faut refaire remonter donc par des évaluations de nos associations, donc les bénéfices que ça apporte à la population. Et après il y a donc aussi... Merci monsieur pour le témoignage de votre expérience. Merci beaucoup parce que vous nous avez cité différents exemples. Merci. Je vous avais dit que je vous donnais la parole, monsieur, et puis ensuite on est limité par le temps. J'avais un micro. Non, voilà, monsieur, devant. Merci. Merci. Jean-Michel Bruel, je suis médecin hospitalo-universitaire à Montpellier. Je crois que ce qui a été dit sur la symétrisation, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Depuis hier, nous n'avons pas parlé de l'erreur. Or, l'erreur, c'est quelque chose qui existe dans le soin.
C'est quelque chose qui n'est pas enseigné lors de la formation initiale, ni des médecins, ni des soignants. Ça va venir, mais pour l'instant, nous n'avons pas été formés à l'erreur, alors que nous savons, et les patients le savent aussi, qu'on sera forcément confronté à des erreurs. Alors, je pense que la réflexion sur l'erreur est urgente, que c'est ça qui va nous faire changer de culture, et nous ne pourrons le faire qu'avec le soutien des patients, parce que sinon, nous abordons l'erreur uniquement sous l'axe du contentieux, et avec le contentieux, je pense qu'à un moment donné, on ne réglera pas tout. Ajouter sur la liste, et effectivement, Christian, vous Oui, disiez, vraiment, pas uniquement avec les patients. Je partage absolument, mais ce n'est pas uniquement avec les patients, avec les associations, c'est aussi avec la raison politique, monsieur. Parce que depuis plusieurs mois, on vit dans l'idée qu'il ne pourrait jamais y avoir d'erreur en santé. Et ça, c'est de la responsabilité politique, et ça va nous coûter un jour extrêmement cher. Bien, vous avez là un ensemble de réflexions. Cette plénière se termine, le temps était très court, ça passe vite, donc vous avez entendu les experts, les grands témoins qui ont contribué, j'espère, à nourrir votre réflexion sur l'évolution de la relation soignant-soigné. Et je laisse le soin à Cédric Grouchka pour la Haute Autorité de Santé de conclure. Merci beaucoup. Madame la députée, mes chers confrères, mesdames et messieurs, chers amis, à l'issue de cette session, je voudrais tenter, tout simplement, oserais-je dire, de répondre à la question que nous nous sommes nous-mêmes posée, refondation de la relation soigné-soignant, mythe ou nécessité, et vous livrer ainsi la conviction de la Haute Autorité de Santé en la matière. Je voudrais le faire en utilisant, en filigrane à mon intervention, une approche peut-être un peu inhabituelle que j'emprunterai à un philosophe contemporain dont je parlerai tout à l'heure. Mais tout d'abord, que nous apprennent les débats de ce matin? Débat enrichissant et formateur, et je tiens à profiter pour remercier l'ensemble de nos intervenants présents et interviewés qui ont permis de nous nourrir utilement notre réflexion par leur expérience, leur expertise, leur regard et leurs convictions. Que nous apprennent donc les débats de ce matin, mais aussi l'analyse de la littérature internationale qu'a réalisée la Haute Autorité de Santé pour préparer ces rencontres. La relation soigné-soignant, on l'a bien perçu dès le début, est en train de connaître une révolution de paradigme. Une révolution marquée par un passage d'une approche, comme le disait tout à l'heure Daniel Messager, dite paternaliste, de cette relation, en raison du fait le plus caractéristique, effectivement l'asymétrie d'information, au sens de dissymétrie de l'information, entre soignants et soignés, ou peut-être d'ailleurs plus de savoir que d'information. Passage donc d'une approche paternaliste à une relation établie davantage sur un modèle qu'on pourrait qualifier, en rappelant quand même un terme qu'évoquait tout à l'heure Christian Saout, de contractualiste, basé sur la notion, sur le principe de contrat, car issu de la conception désormais dominante que l'individu est autonome et responsable. Partant, il est intéressant de voir jusqu'à quel point ce modèle contractualiste est capable de s'imposer, à quel niveau. Et de voir aussi, et ce sera là mon filigrane, dans quelle mesure ce type contractualiste de relation soigné-soignant peut être appréhendé, peut être testé à l'aune d'un modèle philosophique qui est celui de l'éthique de la discussion, défini par l'un de nos derniers grands philosophes vivants, même si lui-même se qualifie plus volontiers d'ailleurs de sociologue, qu'est Jürgen Habermas. L'éthique en matière de discussion, l'éthique en matière de débat, l'éthique en matière de communication, ce n'est rien d'autre qu'une réflexion sur les conditions minimales de compréhension mutuelle des hommes en situation d'échange verbal. Conditions minimales qui reposent sur des règles simples, sur des règles évidentes, pas si faciles à respecter. Le débat, le dialogue, la discussion doit être honnête, elle doit être équitable, il doit s'appuyer sur des connaissances, de bonnes connaissances factuelles, il doit être exempt de toute domination de l'un sur l'autre, il doit être respectueux des dissensions au sein du groupe, etc. Alors pourquoi vouloir passer au crible de ce modèle philosophique, la relation soigné-soignant?
Eh bien parce que, tout simplement, il apparaît à l'évidence que l'éthique de la discussion, qui présuppose la présence de deux individus conçus comme libres et égaux, semblerait a priori recouper parfaitement les nouveaux critères du modèle contractualiste de la relation soignant-soignant, dans lesquels ils sont conçus comme deux individus égaux devant gérer de conserve un problème commun. Pour cela, je vous propose de nous poser deux questions simples. Première question, est-ce que la parole médicale a vécu le même mouvement général de désenchantement que les autres paroles faites d'autorité de savoir? En d'autres termes, est-ce que les nouvelles formes d'information, de formation du patient, d'éducation du patient contreviennent à la logique d'une parole médicale autoritaire? Autoritaire au sens étymologique de faire grandir l'autre, bien sûr. Eh bien non. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, à l'heure où toutes les formes d'autorité légitimes sont en question, à l'heure où la parole d'Internet menace les formes de savoir légitimes et traditionnelles, celle du médecin et du soignant en général est certainement l'une des dernières encore respectées dans la société. Selon le baromètre des droits des malades constitué par le CISS, les patients sont très majoritairement satisfaits de la qualité de l'information délivrée par leur médecin, 84% en 2011, c'est un score sans équivoque. Par ailleurs, une enquête du Conseil national de l'ordre des médecins de 2010 conforte ce qu'on a perçu tout à l'heure dans le micro-trottoir, en révélant que les médecins sont désignés à 90% comme la source la plus digne de confiance en France. Ce qui est d'autant plus important lorsque l'on sait, effectivement, on l'a évoqué, le poids d'Internet dans l'information des patients. Et on en avait longuement parlé lors des rencontres de l'an dernier. 7 Français sur 10 consultant Internet pour obtenir des informations sur leur santé. Ainsi même, si on passe effectivement d'une relation duale à une relation plus triangulaire dans laquelle le professionnel de santé ne peut bien évidemment pas ignorer les interférences produites par Internet, la parole d'autorité du soignant n'est pas remise en cause. D'ailleurs, qu'appelle-t-on vraiment une parole autoritaire, si ce n'est une parole qui s'impose non par la force de la dissémétrie, mais par celle de la légitimité? La relation soigné-soignant est donc bel et bien marquée par le modèle d'éthique de la discussion, dans laquelle les deux interlocuteurs sont considérés comme des sujets libres, éclairés, et donc dignes d'une relation intersubjective, d'une relation de deux subjectivités tendant vers une compréhension mutuelle. Si la relation soigné-soignant se refonde, pour revenir à notre question, elle se refonde donc d'abord sur la qualité de l'information disponible pour les patients et sur la qualité de l'information que le professionnel peut leur transmettre. Cette première refondation est donc bien une nécessité pour les patients, parce que c'est une amélioration, bien sûr, de la qualité de leur prise en charge, mais aussi pour le système de santé dans son ensemble, car c'est source d'une meilleure efficience. On l'a dit tout à l'heure, à ce titre, les résultats de l'éducation thérapeutique sont bien sûr éloquents. Deuxième question. Est-ce que la mise à disposition des deux parties d'une information de qualité, adaptée à chacun d'eux, suffit pour assurer un processus de codécision? En effet, en dépit du cadre législatif, d'un mouvement général historiquement bien engagé, la codécision n'est bien sûr toujours pas la norme. À cela, les obstacles sont nombreux. Si tant est d'ailleurs que la codécision soit même souhaitable, ce ne va pas forcément de soi, et on le verra dans un instant. Les obstacles sont nombreux parce que les craintes sont nombreuses. D'abord du côté des soignants, notamment parce qu'il existe une grande différence de perception, bien sûr, entre professionnels et patients, et ne serait-ce que face à l'obligation légale d'information et aussi à l'inversement de la charge de la preuve qui pèse sur eux, des praticiens peuvent avoir la tentation de chercher davantage à se protéger qu'à informer, ce qui se traduit d'ailleurs par de multiples documents écrits à signer, énumérant toutes sortes de risques possibles dans lesquels le patient en général se trouve noyé. Et puis il y a les obstacles plus matériels qu'on a bien sûr évoqués, qui peuvent se surajouter comme le manque de temps, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être surtout quelque chose qu'on a perçu dans les débats mais qu'on n'a jamais abordé, qui est la peur de l'implication émotionnelle dans la relation. Penser qu'une telle implication émotionnelle du médecin pourrait nuire à une vision objective de la part du soignant et pourrait donc perturber sa décision est une idée encore largement véhiculée, alors que les résultats inverses sont publiés depuis de nombreuses années.
Or, faire participer le patient à une décision médicale, une codécision, c'est par définition, inévitablement, laisser une place très importante aux émotions, et donc à la gestion des émotions. Et demander aux professionnels, aux soignants, autant de réelle empathie que de réelle expertise. Alors du côté des patients, il peut aussi y avoir des peurs. La peur de la vérité notamment. Parce que, peut-être plus que la vérité en tant que telle, ce qui est probablement attendu, c'est peut-être la construction d'une relation entre deux subjectivités que j'évoquais tout à l'heure, dans la vérité. Et c'est là où tout le poids de la relation émotionnelle prend son sens, comme je viens de l'évoquer. Alors, il y a encore aussi ce choix fort respectable, qui est celui de ne pas choisir. Face à l'angoisse absolue de la finitude, le choix de ne pas être associé à un processus de décision peut aussi s'avérer le plus naturel. D'ailleurs, une récente étude anglaise de 2011 confirme que les patients qui ne veulent pas le choix pour leur traitement sont plus nombreux en moyenne que ceux qui veulent choisir. 60% en France. Contre d'ailleurs 38% au plan international, ce qui correspond peut-être à une tendance française plus marquée pour un certain paternalisme ou un retard dans l'évolution. La participation à la décision n'est probablement pas une fin en soi. Reste à trouver l'équilibre entre injonction à participer et neutralité bienveillante. En d'autres termes, le processus de codécision n'est-il pas un mythe à certains égards qu'il nous convient de débusquer? Mythe, car la dissymétrie d'information entre le patient et le soignant demeurera structurelle, demeurera structurellement forte et restera donc incontournable. Mythe, parce que mettre à disposition une information ne signifie pas pour autant, on l'a évoqué tout à l'heure, compréhension, si le partage de l'information n'obéit pas à des méthodes, à des techniques, à des savoir-faire de communication adaptés. C'est d'ailleurs l'apport majeur des programmes, ou en tout cas de l'éducation thérapeutique en tant que telle. Mythe aussi parce que cette quête d'égalité entre le patient et le professionnel ne doit pas avoir pour corollaire un transfert de responsabilité insupportable pour le patient. Un transfert de charge morale opéré par le système de santé au détriment du patient, faisant peser sur lui ce qu'il ne veut ou ce qu'il ne peut assumer. Ainsi, le désir d'information ne correspondrait pas forcément à la volonté de participer au processus de décision de son traitement ou à sa prise en charge. La réponse à cette deuxième question montre clairement qu'il y a des limites à une refondation de la relation par la codécision. Il y a des limites, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas y tendre. La relation d'asymétrie ne peut être totalement troublée. Ce n'est ni totalement possible, ni totalement souhaitable. Dès lors, ce sera mon troisième point, au vu de l'ensemble de ces constats, que pourrait signifier exactement l'éthique de la discussion appliquée à la relation soigné-soignant, si ce n'est l'aménagement de cet espace qui séparera toujours le patient du soignant? Espace toujours ouvert, fait de distance humanisée et bienveillante, dans lequel le patient est informé sur sa situation et sur des choix éventuels dans sa prise en charge, mais informé aussi du choix possible de ne pas choisir. Véritable terrain d'entente commun, dans lequel chacun peut garder sa place, tout en étant conscient d'où parle l'autre. La refondation de la relation soignée s'incarnerait donc, en l'occurrence, avant tout, dans la capacité d'établir un espace de dialogue, loin de toute relation de sujétion, de sujet à objet, grâce à une information partagée selon des méthodes de communication, assurant compréhension et confiance réciproque. Permettant quelque part aux soignants de retrouver le cœur de la médecine, loin d'une vision trop techniciste, trop biologiste, trop segmentée, partant redonnant au patient son ipséité, sa conscience d'être et de rester lui-même malgré sa maladie, sa possibilité de redire « je » sur ce qui le précarise le plus, l'angoisse le plus, le fragilise le plus. Il est facile, par là, d'en déduire les devoirs qui incombent à l'HAS pour accompagner cette refondation et garantir l'éthique de cet espace de dialogue.
c'est d'abord et avant tout proposer une information de qualité, tant aux patients qu'aux professionnels. C'est ambitieux mais nécessaire, c'est un axe très fort de la politique engagée depuis quelques mois par le Collège et son président Jean-Luc Arrosso. C'est ensuite dans nos actions, en matière d'éducation thérapeutique bien sûr, c'est une évidence, j'évoquais le soutien et le travail majeur réalisé par Alain Cordier, mais aussi en matière de développement professionnel continu, ne serait-ce que comme bon moyen de développer des compétences communicationnelles des professionnels de santé, développement professionnel qui est porté avec conviction par Jean-François Thébault. C'est enfin, dans toutes nos actions, concourant à améliorer la pédagogie des soins, annonce d'un diagnostic, écoute, annonce d'un dommage associé aux soins, attente du patient, enfin, d'autant que le partage de la décision dépend d'abord de son aptitude, bien sûr, à le proposer à son patient. Tentons de conclure sur l'ensemble de ces convictions et de ces constats. L'évolution du paternalisme vers le contractualisme est en cours, c'est un fait, c'est indéniable, et il faut accompagner cette évolution. Pour autant, la confrontation du modèle contractualiste vers lequel nous devons tendre avec le modèle d'éthique de la discussion d'Habermas nous montre que chercher à tout prix à l'atteindre est un mythe. Chercher à tout prix à l'atteindre. Parce que l'égalité entre soignants-soignants en est un mythe, la relation ne sera jamais la confrontation de deux experts, mais aussi parce que cette égalité n'est pas forcément souhaitable tant le risque est grand d'un transfert de charge morale indu. En revanche, le mouvement que nous devons accompagner pour le bien des patients comme des professionnels, est bien un aménagement de leur espace de dialogue commun, structurellement asymétrique et assumé comme tel, et non un comblement de cet espace. Si c'est ça la refondation de la relation, alors c'est une nécessité. Et c'est une nécessité pour la Haute Autorité de Santé, d'assurer la qualité éthique de cet espace, avec d'un côté la reconnaissance de l'autorité du soignant en tant que parole légitime, et de l'autre, la meilleure information possible du patient, lui garantissant effectivement la possibilité d'une participation éclairée au choix le concernant, autant que la liberté absolue de ne pas choisir. Les marges de progression sont substantielles, autant que les efforts communs engagés, bien évidemment. Garantir une information adaptée, accessible, compréhensible, exhaustive et fiable aux professionnels et aux patients est un enjeu et un défi colossal. Participer au développement de l'éducation thérapeutique et plus généralement à la formation des professionnels aux techniques de communication ne l'est pas moins. Mais parce que je sais que pour nous tous ici présents, individuellement, collectivement, institutionnellement, l'homme malade, l'homme souffrant, l'homme fragile, résument à eux seuls le moteur de nos ambitions. Parce que je sais cela, cheminer ensemble vers une relation soigné-soignant qui sera toujours plus juste, plus équitable, plus éthique, plus humaniste, sera une évidence, je n'en doute pas. Et je vous en remercie.